Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le jeudi 9 juin 2016. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité. Voici tout de suite les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Le dialogue est enfin noué à Capesterre-Belle-Eau entre le maire Joël Beaugendre et le syndicat UTC-UGTG. Le médiateur réunit depuis ce matin les deux parties. La grève dure depuis plus d'un mois. L'examen du code au permis de conduire devient payant, une disposition dont les gérants des auto-écoles n'ont pas encore bien intégré l'application. Kickboxing et boxe française au hall Paul Chanson, deux Guadeloupéens sont au programme ce soir. Alizé, le journal de 19 heures. Après plus d'un mois de conflit, un mois de grève, le maire de Capesterre-Belle-Eau et le syndicat UTC-UGTG se sont enfin assis autour de la même table, et ce sous l'égide du médiateur Georges Calixte. Ces dernières semaines, plusieurs rendez-vous avaient été manqués, les deux parties se renvoyant la responsabilité de ces échecs sur les médias ou encore même sur les réseaux sociaux ou dans la presse plus généralement. Depuis ce matin, enfin, le dialogue est donc rétabli et le syndicat se dit lui-même prêt à aider la municipalité à trouver des solutions pour régler en particulier la question financière. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Cette fois, c'est la bonne. Joël Beaugendre et l'UTC-UGTG ont véritablement entamé des négociations concernant le conflit qui perturbe Capesterre-Belle-Eau depuis plus d'un mois. Le syndicat annonce vouloir trouver des solutions. Nous avons l'aspect de construire et de permettre effectivement à ce que tout le monde mange à la cantine, permettre à ce que les bitins reviennent à la normale, permettre effectivement à ce que nous mettons en façon organisation pour répondre à besoins et attentes à la population. Mais nous croyons que si effectivement la commune inscrit, maire commune Capesterre inscrit dans des logiques là, ça crée pour aujourd'hui là. Marc Saint-Hilaire, bien présent à la table des négociations, donne même un exemple concret qui pourrait permettre de régler certains points de la plateforme de revendication. Nous parlons à faire des propositions parce que nous avons des propositions à faire pour permettre effectivement à ce que la situation soit réglée. Donc ça veut dire déjà, nous avons annoncé la couleur qu'il y a 2 millions que nous relevons à niveau budget là qui effectivement qui pas prévu pour rien. Nous avons dit 2 millions là ça, nous peut utiliser pour permettre à ce que nous reprenions l'ensemble de ces revendications là ça. Cette fameuse plateforme qui comporte 13 points de revendication, dont notamment la revalorisation des tickets restaurants ou l'augmentation de la plage horaire des agents de cantine, devrait être au centre des discussions. Pourtant, depuis plus d'un mois, ce conflit se résume plutôt à des rendez-vous manqués, à tel point qu'il est aisé de se perdre entre les différents préalables aux négociations qui ont été énoncées de part et d'autre. Même la nomination d'un médiateur en la personne de Georges Calixte n'a pas tout de suite arrangé les choses. L'homme pourrait bien avoir encore pas mal de travail, mais au moins, il est parvenu à remporter une première victoire, faire asseoir les deux parties autour de la table des négociations. Revenons maintenant sur la grève au SIAG suspendue il y a 2 jours, vous le savez, sur la base de 2 protocoles d'accord où les collectivités se sont engagées à régler leurs dettes auprès du syndicat d'alimentation en eau de Guadeloupe. Mais dans le même temps, il est presque fait injonction au SIAG de recouvrer les factures nombreuses, celles-là concernant les usagers, car manifestement, beaucoup de factures d'eau ne sont pas réglées en Guadeloupe. Hier soir, dans notre édition de 19h, Laurent Bernier, le président du SIAG, était notre invité. Il a expliqué cette situation par un héritage de la Générale des Eaux. Nous avons récupéré un chantier en désordre de notre prestataire initial. Nous l'avons récupéré il y a moins d'1 an. Et depuis 1 an, nous avons repris un train de facturation. Il y a un désordre qui n'a toujours pas pu être traité. C'est le passé. Nous irons progressivement. Et nous avons beaucoup amélioré. Combien d'argent ça représente ? 1 700 000 1 million d'euros. Ce mois-ci. 700. Ce mois-ci, oui. Nous avons récupéré de nos clients foyers guadeloupéens sur le périmètre qui est le nôtre. Donc je vous ai parlé des 6 communes, 1 700 000 euros. C'est largement supérieur à ce que nous percevions de notre prestataire, la Générale des Eaux. Par conséquent, les Guadeloupéens qui travaillent au sein du SIAG sont capables, à travers les efforts qu'ils produisent, de recouvrer des sommes. Le message qui est mauvais, c'est celui qui consiste à dire que parce qu'il y a des difficultés, et il y en a,
il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas payer. Si personne ne paye, aucun problème ne pourra être réglé. Justice maintenant avec Marvin, l'élève du lycée Faustin Fléret de Morne-à-l'Eau, qui devrait bien comparaître devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour apologie du terrorisme après des propos pro-djihadistes tenus en classe après les attentats de Paris. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Basse-Terre a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité introduites par ses défenseurs. Et puis l'affaire Ceregmia, du nom de ce laboratoire d'études de l'Université des Antilles sur le campus de Schœlcher en Martinique, une affaire de détournement de fonds et en particulier de détournement de fonds européens dans laquelle une quarantaine de personnes sont inquiétées. Fred Selimène, le directeur du Ceregmia, a été révoqué de ses fonctions d'enseignant-chercheur par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Deux autres enseignants, Kevin Longosa, directeur adjoint du Ceregmia, et Éric Carpin, doyen de la faculté de droit, ont été sanctionnés respectivement de 5 et 2 ans de suspension sans salaire. À compter probablement de la semaine prochaine, l'examen du code au permis de conduire sera désormais payant. Les candidats devront débourser quelques 30 €. Une disposition qui fait suite à la réforme du permis de conduire qui permet désormais à des entreprises agréées de surveiller cet examen du code, comme les agents de poste par exemple, et qu'il faudra bien rémunérer. Cette disposition ne semble pas pour l'heure bien intégrée par les gérants des auto-écoles. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les titulaires du permis de conduire depuis plus de 10 ans se rappelleront à leurs bons souvenirs, à une époque où l'examen du code de la route était payant et souvent même offert par leur auto-école. Il y avait déjà un timbre fiscal qui était obligatoire. Ça a été enlevé et à partir du moment que l'élève était prêt pour aller à l'examen, au niveau de l'auto-école, il y avait une prestation qui était donc facturée et les montants différaient d'une auto-école à l'autre parce que les prix sont libres, c'est en fonction des charges. Depuis la nouvelle réforme du permis de conduire, le candidat devra débourser 30 € pour passer l'examen du code. Aujourd'hui, pour passer l'examen du permis de conduire et notamment le code, le TG, épreuve théorique générale, le candidat devra s'acquitter d'une redevance qu'on appelle redevance épreuve théorique générale sur le site du gouvernement. Ensuite, il recevra un reçu de par retour de mail, puisqu'il faudra qu'il mette son mail. Et c'est ce reçu qui lui permettra, enfin ça sera un gage pour lui pour pouvoir passer le permis. En dehors de cela, l'auto-école fait un travail aussi. Donc il y a ce qu'on appelle les frais d'accompagnement. Et ça, chaque auto-école, en fonction de ses dépenses, de ses charges, va donc voir comment facturer. Désormais donc, tout candidat au permis de conduire devra s'acquitter de ces 30 € pour accéder à l'examen théorique. En outre, si auparavant, l'examen était organisé exclusivement par la DEAL en Guadeloupe, d'ici la fin de l'année, 2 opérateurs privés, la Poste et la SGS, Société de contrôle et d'expertise automobile, seront habilités eux aussi à organiser l'examen du code, moyennant également 30 € de redevance. La coopération entre la Dominique et la Guadeloupe, notamment en matière de sécurité et d'immigration, il en était aujourd'hui question à la préfecture, à l'occasion de la réunion de la commission mixte de sécurité franco-dominicaise, la 4e du genre, avec cette année la présence de l'ambassadeur de France auprès de l'Organisation des États de la Caraïbe et surtout du Premier ministre de la Dominique. Compte rendu, Johan Charpentier-Titi. Une telle réunion de coordination sur la sécurité entre la France et la Dominique n'avait plus eu lieu depuis 2009. L'occasion pour le Premier ministre dominicain de s'entretenir, entre autres, avec l'ambassadeur de France auprès des États de la Caraïbe et le préfet de la Guadeloupe. So we dealt with a number of subjects. So of course security, the issue of illegal immigration, the issue of fisheries, areas of customs cooperation. We dealt with matters of mutual assistance in legal mutual assistance, the cooperating on fighting drug trafficking among other
other matters of security concern. On a abordé tous les sujets principaux, que ce soit l'immigration, la lutte contre l'immigration transnistrique, contre le trafic de drogue, la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de douane, bref, tous les sujets. L'occasion aussi pour lui de rappeler à quel point l'aide de la Guadeloupe fut précieuse après le passage de l'ouragan Erika. Of course, as you know, we were affected by Tropical Storm Erika last year, and the Guadeloupe and also the French Republic were extremely helpful to us after the storm, and we'll always be grateful for the assistance that we've received from the Guadeloupeans and also from the French Republic. Oui, on a abordé les questions de sécurité civile, au premier rang desquelles nous avons parlé de la tempête tropicale de Erika d'août dernier, où la Guadeloupe et la France a apporté une assistance précieuse et extrêmement importante, et Monsieur le Premier ministre témoigne sa reconnaissance profonde à notre pays pour ce qui a été fait à ce moment-là. Mais cette réunion de coordination a peut-être surtout mené au premier pas vers un accord d'extradition entre les deux pays. Nous estimons effectivement qu'il faut un accord, que l'existence d'un accord en matière d'entraide judiciaire et d'extradition, pas seulement extradition, entraide judiciaire et d'extradition, et permettra de travailler dans de meilleures conditions pour tous les services, car ça conférera un cadre, mais il n'y a jamais eu d'opposition de la part de la Dominique comme de la France à ce qu'il y ait un accord en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Il n'y a pas eu d'opposition, simplement nous instruisons le dossier. La proximité de la Dominique avec la France, voisine au nord de la Guadeloupe et au sud de la Martinique, rend la coopération judiciaire entre les deux pays quasi indispensable. À noter que M. Roosevelt Kerrit s'est rendu ce matin au conseil départemental et qu'il a rencontré cet après-midi le président du conseil régional Harry Chalus pour évoquer d'autres sujets en matière de coopération, notamment après le passage destructeur de l'ouragan Erika sur la Dominique. Voilà qui nous amène à parler de notre grande région. Nous irons tout d'abord au Venezuela où se déroule un processus de révocation du président Nicolás Maduro, introduit par l'opposition. Et puis nous parlerons également du footballeur brésilien Rai qui a obtenu la nationalité française. Les autorités électorales vénézuéliennes ont validé la majorité des 1,8 million de signatures présentées par l'opposition en faveur d'un référendum pour révoquer le président socialiste Nicolás Maduro. Premier pas d'un long processus pouvant mener à de nouvelles élections. Désormais, les signataires ou partie d'entre eux devront confirmer leur choix en personne ou avec leur empreinte digitale, selon une procédure qui sera détaillée par le Conseil national électoral, le CNE. Il faudra ensuite réunir 4 millions de signatures en 3 jours pour avoir le droit d'organiser ce référendum. Ce premier feu vert est survenu au terme d'une nouvelle journée de protestation de l'opposition, réunissant 200 manifestants conduits par l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Enrique Capriles. La police a dû disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes alors qu'ils se dirigeaient vers les bureaux du CNE pour exiger le référendum. Mais même si 7 habitants sur 10 souhaitent le départ du président socialiste, élu jusqu'en 2019, la mobilisation semble jusqu'à présent limitée par l'imposant déploiement policier et par les soucis d'un quotidien accaparé par la recherche de nourriture. Fabien Cousteau, océanographe de renommée mondiale et petit-fils de Jean-Jacques-Yves Cousteau, devient un partenaire privilégié du Village Beach Club, l'un des meilleurs hôtels de Bonaire. C'est lors d'un récent voyage à Bonaire que Fabien Cousteau a été touché par la place de choix donnée à la préservation de l'environnement par le gouvernement de l'île néerlandaise. Il a donc souhaité s'engager au Harbour Village Beach Club pour développer différents programmes de préservation du récif corallien. Un bureau de son organisation à but non lucratif, Ocean Learning Center, sera placé à Bonaire pour offrir différentes plongées avec tuba ou avec des bouteilles et développer une éthique de l'océan. Fabien Cousteau précise sa vision du Harbour Village comme un centre dédié à la conservation et où pourront être soumis les problèmes environnementaux auxquels est confrontée notre planète. Il souhaite organiser 2 sommets et conférences mondiales annuelles et réunir tous ceux qui travaillent avec ardeur dans le monde afin de trouver des solutions nécessaires pour sauver l'eau de notre planète, tout en sensibilisant les touristes à l'importance de la conservation des océans. Tout un programme donc.
De son nom complet, Ray Souza Vieira de Oliveira, joueur vedette du Paris Saint-Germain dans les années 90 avec lequel il a remporté une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, un titre de champion de France, 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue. Aujourd'hui, Ray est français. Cette nouvelle nationalité lui a été octroyée lors d'une cérémonie privée à l'Élysée. Le président de la République a remis à l'ex-milieu de terrain un décret portant attribution de la nationalité française. Vous êtes aujourd'hui citoyen français, lui a solennellement déclaré François Hollande, récompensant ainsi l'engagement de Ray dans la défense des jeunes défavorisés des favelas dans la fondation Gol de Letra, fondée avec l'autre Brésilien Leonardo. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1994 avec le Brésil s'est dit fier d'être désormais binational, ce qui n'a pas échappé au chef de l'État, pour lequel les binationaux enrichissent le pays et contribuent à son rayonnement. Et nous parlons justement football avec la Copa América à laquelle participe le Brésil. Haïti n'a pas résisté précisément au quintuple champion du monde lors de la deuxième rencontre du groupe A hier soir. 7-1 pour les Brésiliens de Ray, donc un score qui ressemble un peu à celui qu'avaient subi les Haïtiens lors de la Coupe du Monde 74 en Allemagne face à l'Argentine. Francis Neveu, le sélectionneur français des Grenadiers, a déclaré que ses joueurs étaient ressortis épuisés de cette rencontre et que pour la prochaine, il serait contraint à modifier totalement son effectif. Chez nous, eh bien, on disputera la finale de la Coupe interrégionale, ou plutôt du Trophée Margaillard, l'ancienne Coupe des Antilles, l'ancienne Ligue Antilles plutôt. Elle opposera demain soir au stade Georges Gratien au Lamentin à Martinique, le club franciscain au club sportif moulien, le CSM. En Guadeloupe, le club La Solidarité Scolaire, lui, va lancer une académie du football. Le pays a besoin aujourd'hui d'offrir de nouvelles alternatives qui mélangent à la fois raison et en même temps passion. Donc voilà, un petit lancement un peu trop rapide. En Guadeloupe, je vous le disais, alors que j'entends encore l'intervention du président de la Solidarité Scolaire. On y revient donc. En Guadeloupe, la Solidarité Scolaire va lancer une académie du football destinée à former de bons footballeurs, mais surtout de bons citoyens, comme c'est un peu la traditionnelle philosophie du club Point 3, la Solidarité Scolaire, ou plutôt la SS, comme on la nomme malencontreusement, a sollicité pour cela M. Claude Dussault pour sa mise en œuvre. Claude Dussault, c'est un pionnier de la formation en France. Il a été notamment directeur de l'Institut national de Clairefontaine, qui est la pépinière du football français, où sont sortis les Thierry Henry ou encore Hatem Ben Arfa. On écoute maintenant le président de la Solidarité Scolaire, Philippe Copette, et Claude Dussault en personne. Socialement, le pays a besoin aujourd'hui d'offrir de nouvelles alternatives qui mélangent à la fois raison et en même temps passion. Donc aujourd'hui, l'académie est un outil qui va éduquer, accompagner et développer vers la performance. Donc on va au fond du domaine footballistique parce qu'en fait ce qui est important, c'est que pour être un bon footballeur, Claude Dussault l'a dit à l'instant, il faut aussi être intelligent, il faut aussi être éduqué. Et donc on pense trop souvent que le foot ça se joue avec les pieds, mais ça se joue d'abord avec la tête, quoi. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pense que si un joueur doit avoir un développement intéressant, il vaut mieux qu'il l'ait dans un écran qui a la même qualité que lui pour être certain du résultat. J'ai ressenti que l'on voulait faire quelque chose d'ambitieux, quelque chose de novateur et quelque chose aussi tourné vers un certain football. Et c'est le même. Donc voilà pourquoi je suis ici. Il y a des lacunes, pas uniquement en Guadeloupe, il y a des lacunes à mon sens dans l'enseignement des 8-12 ans. Donc il faut faire quelque chose. La préformation, 15 ans, c'est périmé. Il faut travailler, il faut continuer de travailler, il faut de nouvelles données, garder les anciennes bonnes idées, mais immanquablement, il faut donner autre chose aux futurs footballeurs. Sport toujours avec maintenant cette grande soirée de kickboxing et de boxe française qui en principe a débuté il y a quelques minutes au hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Une rencontre internationale avec 2 Guadeloupéens d'origine au programme. Présentation Éric Pommier. L'impressionnant Guadeloupéen Greg Tony contre l'autre colosse de la République tchèque, Alan Kapetanovic en catégorie kickboxing K1,
C'est l'un des combats phares de ce soir à la fille du Guada Super Fight, premier du genre en Guadeloupe. La compétition permettra de découvrir un univers peu connu. Greg Tony, compétiteur, champion en titre et également co-organisateur de cette manifestation d'une envergure internationale, a réuni tous les ingrédients nécessaires pour donner du punch à son championnat du monde. J'ai quasiment boxé dans le monde entier, donc que ce soit Las Vegas, Japon, Suède, Brésil et tout ça. Donc j'ai jamais boxé chez moi, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc avant de pouvoir prendre ma retraite, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière, j'ai dit là c'est maintenant que je vais faire un de mes derniers championnats du monde ici sur mes terres. Ils sont venus de partout, chacun dans leur discipline respective, professionnels ou amateurs, tous à défendre un titre ou le conquérir. En savate boxe anglaise ou kickboxing pour le lourd, mais pour chacun d'entre eux, sans dérogation aucune, un rituel incontournable, la pesée, obligatoire pour participer au combat. 71 kilos, yes, il est au poids, impeccable. Dans l'arène de Paul Chonchon, il y aura des hommes. Les femmes seront également de la partie, dotées chacune de palmarès de championne. La fête prendra également un tout autre sens avec la participation d'un autre Guadeloupéen professionnel de boxe, Howard Cospolite. Les ambitions sont affichées. Moi, je vais boxer pour la ceinture pour être champion du Super Fight de la Guadeloupe. Donc, ce sera une très très grosse soirée organisée par JC et Greg Tony. Et on attend beaucoup de monde, faut venir. Le Guada Super Fight, une seule adresse, le stade Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Plusieurs rounds annoncés pour une soirée championnat du monde haute en couleur. Honneur aux dames dès 19h15. La Guadeloupéenne Marie-Laure Girondière sera opposée à la Martiniquaise Nathalie Frère-Diaz. La température sera donnée. Depuis quelques jours, notre archipel est de nouveau concerné par une brume de sable qui pollue notre atmosphère. Et parfois même, nous avons atteint le seuil d'alerte qui contraint les autorités à nous inviter à quelques précautions dans nos activités diverses. C'est l'Institut Guader qui, en Guadeloupe, procède à ces analyses. Alors, quelles sont les natures de ces analyses? Et cette pollution n'est-elle due qu'à cette fameuse brume de sable? Anne-Elisabeth a voulu le savoir en se rendant à cet institut. L'indice Atmo est un indicateur de la qualité de l'air communiqué quotidiennement par Guader. Cet indice varie sur une échelle de 1 à 10. Après avoir analysé les concentrations de polluants vers midi, Guader établit des prévisions de dépassement ou constate un dépassement du seuil de pollution atmosphérique. En Guadeloupe, on est fortement impacté par des dépassements des seuils réglementaires liés aux particules fines. Donc on distingue deux seuils, le seuil d'information et de recommandation et le seuil d'alerte pour la protection de la santé humaine. Donc ces derniers temps, on a eu régulièrement des dépassements de seuil liés à l'arrivée des brumes de sable qui, par conséquent, augmentaient les concentrations en particules fines dans l'air. Donc quand on a un dépassement de seuil d'information et de recommandation, Guader lance une alerte de niveau orange. Et quand on a un dépassement de seuil d'alerte, la préfecture, par contre, déclenche l'alerte de niveau rouge. La pollution de l'air que nous connaissons actuellement n'est pas causée par la population. C'est une pollution d'origine naturelle. Elle nous arrive en fait, ces poussières du continent africain, des différents déserts. Donc effectivement, en fonction des conditions météorologiques, on peut avoir effectivement un saut en concentration, d'avoir des niveaux très bas et en une après-midi avoir une augmentation et dépasser justement ces seuils. Pour calculer l'indice Atmo, Guader dispose de plusieurs stations de mesure, comme celle de Bemao. Donc nous sommes dans une de nos stations qui nous permet de mesurer la qualité de l'air. Donc nous mesurons 3 types de polluants dans cette station, donc 3 appareils différents. Un appareil qui mesure l'ozone, un autre qui mesure le dioxyde d'azote et le monoxyde d'azote, et un appareil qui nous permet de mesurer les poussières qui sont dans l'air. En cas d'alerte, Guader recommande à la population d'éviter les barbecues, de respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts et de lever le pied pour réduire les émissions de gaz d'échappement afin d'éviter de rajouter à cette pollution naturelle de nouvelles sources de pollution, mais cette fois-ci liées à l'activité humaine. Transition toute trouvée pour parler du temps qu'il fera sur notre archipel demain. À noter que nous sommes toujours concernés par cette brume de sable. Le ciel guadeloupéen sera encore très ensoleillé avec cependant quelques petites zones nuageuses et des averses, notamment sur la zone des Grands Fonds ou encore sur les sommets de Basse-Terre.
Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés. Réalisé dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, qui sera suivi bien sûr de l'actualité nationale et internationale. Et puis une autre soirée sera consacrée à un téléfilm, Divorce sous surveillance. Demain, l'information régionale revient bien sûr à partir de 12h30 et vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.